On a tous vu récemment ce qui s'est passé dans le monde en ce qui concernait Monsieur Ibrahim Traoré. Les gens se sont mis ensemble. Pour la toute première fois, en tout cas, dans beaucoup d'années, les gens se sont mis ensemble. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, partout où il y avait des gens afro-descendants. Pas seulement afro-descendants, des gens aussi avec un sens de réflexion neutre ont soutenu Ibrahim Traoré. De la Jamaïque à Ottawa, les gens se sont levés pour soutenir Traoré. Pourquoi? Parce que les gens réalisent que quand il y a un leader fort, quand il y a une personnalité représentative de ce qui est positif pour les Africains et les Noirs en général, il y a toujours quelque chose de drastique qui arrive. Ici, on va voir d'une manière très intéressante une nouvelle vidéo qui vient d'émerger, qui est très importante. On va essayer de découvrir ce qui se passe vraiment. Je pense qu'à travers cette vidéo, vous allez voir clairement la stratégie exogène dans l'objectif d'éteindre tout ce qui sont leaders positifs pour les Africains et les Noirs en général. Alors, on va suivre cette vidéo, où il y a des questions qui sont posées au monsieur général, le général que vous connaissez, qui a fait des commentaires penchés à l'égard de monsieur Ibrahim Traoré récemment, dans l'objectif de comprendre un peu ce que ça veut dire. Suivant, je ferai un commentaire juste après. Au cours de la dernière décennie, combien d'Africains l'armée des États-Unis a-t-elle formé et équipé? Monsieur le député, je n'ai pas ce chiffre. Je peux l'obtenir pour vous. Juste une estimation, vous savez, combien? Monsieur le député, ce serait une pure supposition pour le moment. C'est quelque chose que nous devrions savoir, non? Au fil des ans, nous avons formé un nombre substantiel, surtout dans les États du Golfe de Guinée. Mais plus de 10 000, c'est plus de 10 000. Plus de 50 000? Je dirais que nous atteignons au moins 50 000. Et quel pourcentage des personnes que nous avons formées finissent par participer à des insurrections ou des coups d'État contre leur propre gouvernement? Très petit nombre, monsieur le député. La question ici est très simple. Comment ça se fait que nous recrutons des gens dans nos entraînements, mais qui finalement deviennent des coups leaders, des chefs, des promoteurs de coups d'État? La question qui se pose ici, est-ce que c'est parce qu'ils sont promoteurs de coups d'État ou bien c'est parce qu'ils sont des gens qui ne font pas les choses comme nous voulons? Suivant. Très petit nombre. Alors, quel pourcentage pensez-vous? Je dirais probablement moins de 1%. Mais cela arrive, n'est-ce pas? Le programme IMET est en vigueur et nous avons fait passer un nombre significatif par nos écoles à travers l'armée. Et quels ensembles de données suivez-vous pour arriver à la conclusion que moins de 1% des environ 50 000 que nous avons formés ont participé à des coups d'État? Parce que cela serait environ 500? Environ 1% de 50 000. Monsieur le député, vous pourriez avoir cette information. Je ne l'ai pas. Il veut savoir si l'argent des taxpayeurs, de ceux qui payent les taxes, est justifié. Est-ce qu'on paye les taxes pour justifier la présence des Africains qu'on entraîne en Afrique, mais qui finalement n'ont pas les mêmes valeurs que nous? Eh bien, je sais qu'il y en a quelques-uns, n'est-ce pas? Comme allez-y et montrez cette image. Voici le colonel Mamadi Doumbouya. Et voici une photo de lui. L'avons-nous formé et équipé en Guinée? Par nom, je ne peux pas l'identifier. Eh bien, ce type au milieu, avec le grand chapeau rouge, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est lui. Avec un groupe de membres des forces armées américaines, membres du service à l'extérieur de notre ambassade. Et juste quelques mois après que cette photo a été prise, en 2021, il a mené un coup d'État en Guinée et a renversé le dirigeant. Cela vous inquiète-t-il? Il pose la question de savoir si M. Doumbouya a les mêmes valeurs que les Américains. C'est-à-dire, est-ce que sa présence était justifiée, en d'autres termes? On en parlera avec un peu plus d'emphase. Continuons. Au Burkina Faso, partagions-nous des valeurs fondamentales avec le dirigeant que nous avons formé là-bas, qui a mené un coup d'État? C'est dans notre programme. Nous insistons sur les valeurs fondamentales. Nous demandons une gouvernance dirigée par des civils. Attends. Un instant. Est-ce que mener des coups d'État fait partie de notre programme? Absolument pas. Dirigée par des civils. Ma question est, partageons-nous des valeurs fondamentales avec le chef du coup d'État au Burkina Faso que nous avons formé? Globalement, nous enseignons ensemble. Il dit le leader au Burkina Faso qui a conduit son coup d'État récemment, est-ce qu'il a les mêmes valeurs que nous? De quel leader parle-t-on là? Les leaders au Burkina Faso qui a conduit le coup d'État récemment, est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'il a les mêmes valeurs que nous? On se pose la question de savoir. De qui s'agit-il? Point d'interrogation. Monsieur le député, notre programme inculque des valeurs fondamentales et peut aussi pour être en mesure de renforcer ces pays pour une démocratie représentative.
Mais général, ce n'est pas la démocratie qui émerge. Le problème est que je sais que vous avez peut-être une grande confiance dans ce que vous enseignez, mais quand 2 gouvernements ont été renversés, je me demande combien de gouvernements doivent être renversés par des gens. Nous formons avant que vous ne compreniez que nos valeurs fondamentales ne collent peut-être pas à tout le monde. Est-ce 5 pays? 10? Nous continuerons avec notre persévérance à assurer qu'ils adoptent des normes démocratiques, des valeurs démocratiques. On voit ici que la vidéo a été filmée en 2023. Ok, donc on a un time frame. Monsieur a parlé, on va essayer de voir, de décortiquer. On parle des leaders africains qui deviennent des chefs de coup d'État. On va essayer d'investiguer pour comprendre, parce qu'on n'a pas cité de nom, à part monsieur Mamadi Doumbouya. On va essayer de voir un peu qui sont à côté de monsieur Mamadi Doumbouya, des personnes que eux n'apprécient pas tout à fait. On va voir. Abdourahmane Tchani, qui est-il? Le leader actuel du Niger. Est-il aimé par les Américains en général? Point d'interrogation. A-t-il été formé par les Américains? Tchani, comme nombreux officiers supérieurs en Afrique, a participé à des programmes de formation dirigés par les États-Unis, destinés à favoriser une meilleure gouvernance militaire, un meilleur leadership et une meilleure coopération avec les forces occidentales, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de la stabilité régionale. Ces données, évidemment, sont disponibles dans les domaines publics. Il suffit de fouiller, de chercher, vous trouverez les réponses nécessaires. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les données sont tout à fait correctes? Évidemment, on ne peut pas tout à fait savoir l'intention de ceux qui les ont établis, mais les données sont présentes. Les données sont présentes dans les plateformes. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Tchani, évidemment, était commandant de la garde présidentielle du Niger avant de mener le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Il avait reçu quelques formations, en tout cas, parmi plusieurs qu'il a reçues aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de voir les raisons pour lesquelles, les probables raisons en tout cas pour lesquelles ça n'a pas marché entre ces présidents qui n'ont pas été cités ouvertement et les Américains. Arrivé au pouvoir, Tchani a demandé à l'ambassadeur français de venir pour une réunion. Une demande que l'ambassadeur français a catégoriquement rejetée, en ne disant absolument rien. Il a carrément snobé le nouveau régime. On lui a ensuite donné 48 heures pour quitter le pays. Il a refusé de partir. Et le Quai d'Orsay a répondu en disant que nous ne vous reconnaissons pas. Nous ne reconnaissons ni votre autorité, ni votre légitimité. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y avait des militaires français stationnés au Niger. Il y avait aussi des militaires américains qui, en ce moment-là, se sentaient confortables. Ils ne couraient donc aucun danger. Le Niger a finalement décidé de pas seulement chasser l'ambassadeur français, mais aussi les troupes françaises qui étaient stationnées sur son territoire. Numéro 3. Le Premier ministre nigérien a fait un voyage en Iran pour aller discuter avec son homologue iranien. Une discussion, évidemment, étant un pays libre, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, parler à qui ils veulent. Directement, des diplomates américains commencent à accuser le Niger de vouloir vendre son uranium à l'Iran pour la création d'une bombe atomique. Des accusations qui, d'après beaucoup d'experts, étaient évidemment fausses. L'objectif, c'était simple. On va raconter le faux pour que vous nous disiez le vrai. L'objectif, c'est, quand vous accusez un pays généralement comme ça, ils vont revenir en disant non, non, absolument pas, nous ne vendons pas, pour se justifier. Le Niger n'a pas fait cela. Le Niger, en retour, a demandé aux Américains et leurs troupes de quitter le territoire. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. Quand le Niger a demandé aux Américains de quitter, Mark Gaetz s'était fâché. Regardez ce qu'il avait dit. That they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate.
Ça, c'est la même personne qui est en train de poser des questions de savoir pourquoi est-ce que ces Africains ici ont été formés par nous, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Intéressant. Après avoir demandé aux Américains de quitter le territoire, les États-Unis ont dépêché une équipe de personnes pour venir négocier. Arrivés au pays, évidemment, ils n'ont pas été reçus par le président. Avant le départ complet des Américains, le Niger a invité des militaires russes pour entrer dans les mêmes bases qui étaient sponsorisées par les Américains à hauteur de centaines de millions de dollars, dans l'objectif de surveiller ou de conduire des actions antiterroristes dans la sous-région. Ces raisons étaient-elles les raisons peut-être pour lesquelles les États-Unis et le Niger actuel ne s'entendent pas correctement? On va rapidement chez Mamadou Doumbouya, en Guinée. Mamadou Doumbouya est connu pour avoir reçu une formation militaire des États-Unis dans le cadre du programme américain d'assistance à la sécurité. Plus précisément, Doumbouya a suivi une formation dans le cadre du programme américain d'éducation et de formation militaire internationale, le IMETE. Un élément clé des efforts américains visant à renforcer le professionnalisme et le leadership de forces militaires étrangères. Donc c'est clairement un programme qui est disponible parmi les forces américaines à l'étranger, disponible aux militaires des pays étrangers. En septembre 2021, Doumbouya a mené un coup d'état militaire qui a renversé le président de l'époque, Alpha Condé, invoquant des inquiétudes concernant les amendements constitutionnels qui lui ont permis de briguer un troisième mandat et la chute du pays dans le chaos. Monsieur Condé voulait évidemment faire ce qu'il voulait faire et on lui a empêché. Alors, quelles seraient les raisons pour lesquelles Doumbouya et les Américains ne s'entendent pas? Puisqu'on a mentionné évidemment Doumbouya, comme lui là, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? On va essayer de comprendre peut-être. Le département d'État américain a condamné les actions de l'armée et a appelé à la libération immédiate du président Condé, au rétablissement de l'ordre constitutionnel, une transition vers le gouvernement civil. L'ambassade a organisé des réunions avec des leaders de l'opposition et des organisations de la société civile, appelant au dialogue et à une transition démocratique inclusive. L'ambassade a organisé des réunions avec les membres de l'opposition. Bon, l'ambassade est censée être dans un pays pour leur coopération avec le pays, c'est-à-dire le gouvernement. Ce n'est pas pour leur coopération avec les oppositions ou les opposants. Naturellement, quand quelqu'un commence à s'adresser à celui qui est censé être ton ennemi, en tout cas dans le cadre politique, es-tu content avec lui? Absolument pas. Doumbouya a réagi disant c'était une façon américaine de fouler leur nez dans des histoires d'un pays privé. Le gouvernement Doumbouya a perçu cet engagement comme une tentative visant à saper l'autorité de la junte et à promouvoir des forces d'opposition susceptibles de déstabiliser le régime. Vous sentez déjà que ça commence à bouger. Les États-Unis avaient mis la pression sur Doumbouya dans l'objectif qu'il fasse les élections. L'objectif, évidemment, c'était de retrouver un gouvernement civil. Et avec ça, il fallait faire les élections. Et comme ils avaient apparence que M. Doumbouya traînait un peu trop, on lui a demandé de donner son calendrier reflétant quand est-ce qu'il compte faire les élections. Et comme cela n'arrivait pas, l'ambassade des États-Unis en Guinée a lancé son propre compte à rebours, une mesure symbolique et très publique visant à faire pression sur la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya pour qu'elle tienne sa promesse de transition vers un régime civil après le coup d'État septembre 2021. Ça, c'est le pays des gens. Mais vous mettez votre compte à rebours dans le pays des gens pour qu'ils fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Bon, je comprends que l'intention est bonne, mais vous mettez un compte à rebours. Si on mettait un compte à rebours sur comment est-ce que les États-Unis doivent tenir ces élections ou quels candidats doivent être acceptés ou pas, est-ce que les États-Unis seraient contents par rapport à ça? La réaction de Mamadi Doumbouya au compte à rebours à l'ambassade des États-Unis était marquée par l'irritation et la défiance. Évidemment, à quoi peut-on vraiment s'attendre? Assimi Goïta, évidemment, a été formé par les États-Unis au début de sa carrière militaire. Il a participé au programme de formation militaire américain dans le cadre du programme d'éducation et de formation militaire internationale, l'IMETE, conçu pour renforcer les liens militaires entre les États-Unis et les gouvernements étrangers. Donc, c'est évidemment, si vous remarquez avec le temps, vous comprenez que beaucoup de leaders africains dans le militaire, généralement, sont envoyés dans ces programmes américains, généralement les gens qui sont dans le Special Force et tout ça, pour une intégration internationale. Alors pourquoi est-ce que la relation entre les États-Unis et M. Goïta dans ce cas, évidemment, puisqu'on n'a pas mentionné, mais on a parlé d'une sous-région dans laquelle il y a beaucoup de coups d'État. On estime, on essaie de voir, d'investiguer. Les relations avec les États-Unis se sont tendues et progressivement rompues après la décision du Mali de rompre ses liens avec la France et de se tourner de plus en plus vers la Russie. Pour ça, évidemment, il n'y a pas besoin d'explication.
Les sanctions américaines en réponse au coup d'État. Les États-Unis ont imposé une série de sanctions à deux membres de la junte malienne, dont Assimi Goïta lui-même. Et au-dessus de cela, il y a eu confiscation de leur avoir, restriction de voyage aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé en retour? En réponse à la pression des sanctions internationales, la junte dirigée par Goïta a commencé à s'éloigner de ses partenaires occidentaux traditionnels, notamment la France et les États-Unis, et chercher à resserrer ses liens avec la Russie. Manifestement, si vous m'insultez ici, je veux me tourner pour aller là-bas. Ce qui s'était passé, qui était dérangeant, c'est quand le Mali a décidé de se retourner, ou en tout cas de regarder loin de la France. Beaucoup de pays, y compris des pays de la Scandinavie, certains parmi eux en tout cas, ont retiré ou fermé leurs ambassades. Ils ont dit, bon, puisque vous ne voulez plus travailler avec nous, en tout cas nos amis, nous aussi on ne veut plus travailler avec vous. Alors, pour un pays comme le Mali qui est un pays libre, vont-ils se courber par rapport à vos caprices pour vous faire plaisir? Absolument pas. Et apparemment, le cas des États-Unis n'était pas tout à fait différent. Président du Gabon, qui vient de tenir ses élections. Je ne sais pas si je dis son nom correctement, excusez-moi. Oligui est connu pour avoir suivi diverses formations militaires, généralement ouvertes aux officiers africains, notamment en contre-insurrection et contre-terrorisme et en stratégie militaire avec les Américains. Mais il est aussi connu qu'il a fait sa formation militaire, en tout cas une grande partie, au Maroc. D'accord? Mais des programmes ici et là qui sont très importants, il y aurait aussi participé. Les données sont disponibles sur la place publique. Allez jeter un coup d'œil pour vous renseigner. Monsieur Oligui, évidemment, a renversé le gouvernement de Bongo en 2023. Mais malgré ça, en termes de relations internationales, pas grand-chose a changé. Une très bonne relation avec la France, une relation toujours assez bonne avec les États-Unis d'Amérique. Ce qui est intéressant est que c'est pas la personne de Monsieur Oligui, qui est probablement quelqu'un de bien à l'égard de sa famille et tout le bazar. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de critiques à son égard en ce qui concerne l'international. Quelles seraient les raisons? Le Gabon a toujours été un partenaire clé dans le secteur tel que le pétrole, les mines et la foresterie. Et des entreprises américaines y ont investi massivement. Donc il y a une très bonne relation là entre le Gabon et les États-Unis. Okay? Contrairement à d'autres pays. Chose qui n'est pas du tout mauvaise du moment que ça profite aux Gabonais. 2. Le Gabon abrite des bases militaires utilisées par des forces françaises et américaines. La France et les États-Unis maintiennent une présence militaire au Gabon, avec toutefois des objectifs stratégiques et des niveaux d'engagement différents. La France maintient une présence militaire plus permanente et plus établie, comprenant des bases et du personnel militaire, reflétant le lien historique et stratégique entre les deux pays. Les États-Unis, par contre, maintiennent une présence militaire plus restreinte et plus flexible au Gabon, axée sur la lutte contre le terrorisme et le soutien logistique des opérations humanitaire. Donc, les bases américaines au Gabon sont très importantes contre le terrorisme. Est-ce peut-être la raison pour laquelle les États-Unis n'ont jamais directement posé des agressions ou des mots méchants à l'égard de monsieur le président Oligui? Il y a aussi Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était leader au Burkina Faso, mais qui est arrivé au pouvoir à travers un coup qui manifestement n'avait jamais été critiqué sur le plan international. Damiba est arrivé au pouvoir lors du coup d'état militaire en janvier 2022, renversant le président Roch Marc Christian Kaboré et avait reçu une formation militaire dans le cadre de divers programmes militaires américains. Donc Damiba aussi était formé quelque part, pas entièrement évidemment, on parle ici des formations continues. La formation n'est pas une fois. On peut se former un peu au Japon, un peu en Chine, ou un peu aux États-Unis et tout le bazar. Mais on parle ici d'une question où on accuse les Africains qui ont participé aux formations américaines, sponsorisées par les payeurs d'impôts américains, qui ne se comportent pas de la manière dont les Américains souhaiteraient qu'ils se comportent. Monsieur Marc Gaët a aussi parlé du Burkina Faso, parlant de probables coups d'État, organisés par quelqu'un qui n'ont pas nécessairement les valeurs américaines. Voilà ici Ibrahim Traoré. Supposé qu'on parlait d'Ibrahim Traoré. Était-il formé aux États-Unis d'Amérique? Monsieur Traoré faisait partie de la force spéciale, mais les données ne sont pas tout à fait claires. S'il a reçu une formation directe avec les Américains, mais lui aussi a été au Maroc. Beaucoup de gens estiment qu'il avait probablement eu une formation mais si tel est le cas, puisque monsieur Marc n'a pas précisé, en tout cas n'a pas cité son nom, c'est parce que monsieur Traoré, en tout cas dans son gouvernement, est en train de faire les choses pour les intérêts des Africains, et non pas pour les intérêts d'autres entités. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, le général que vous voyez a fait son rapport à l'égard du Burkina Faso, disant que le gouvernement au Burkina Faso se sert de réserve d'or du Burkina Faso pour renforcer leur pouvoir au Burkina Faso. L'objectif, ce n'est pas pour aider les peuples, ce n'est pas du tout pour ça. Alors il est intéressant les amis qu'on en apprenne ce que vous en pensez. Après toutes ces listes qui ont été établies, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que ces gens n'ont vraiment pas des bonnes valeurs? Ou il y a eu des raisons justifiant la tournure des choses finalement? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ceci est uniquement à des fins de divertissement.